Mais il y a eu un article récent auquel je voudrais que tu réagisses vraiment, sur la façon dont Ansar Allah a ébranlé la marine américaine et transformé la guerre maritime. Ici, le Wall Street Journal reconnaît qu'Ansar Allah a affronté la marine américaine dans les combats les plus féroces qu'elle ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale, alors même qu'il s'agit de l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il est indiqué ici qu'environ 30 navires ont participé à des opérations de combat contre Ansar Allah en mer Rouge de la fin 2023 jusqu'à cette année, et ont déversé pour 1,5 milliard de dollars de munitions sur Ansar Allah. Et bien qu'ils prétendent avoir détruit une grande partie de l'arsenal, cela est très contesté, étant donné qu'Ansar Allah poursuit ses actions. Il est dit que la marine américaine n'a pas réussi à atteindre l'objectif stratégique de rétablir la navigation en mer Rouge. Israël se trouve dans un état assez déséquilibré. Il bombarde bien sûr le Liban et poursuit son offensive à Gaza. Pourtant, il semble enlisé sur de nombreux fronts, et le Yémen est actuellement l'un des plus importants. Oui. Et je pense que si l'on revient au moment où Trump a lancé cette offensive génocidaire contre le Yémen, qui est le seul État arabe à soutenir la cause palestinienne de manière significative, Ansar Allah fait partie du gouvernement. Ils sont le gouvernement qui dirige Sanaa, la capitale du Yémen, et ils représentent le pouvoir légitime au Yémen, même si le Conseil de sécurité de l'ONU ne les reconnaît pas à la demande de l'Arabie saoudite et des Émirats. Mais ils sont au pouvoir depuis plus de 10 ans maintenant. Vous vous souvenez que lorsque cette attaque a commencé, et tout cela a été fait pour soutenir le régime israélien, le Wall Street Journal, après un certain temps, je crois que c'était le Wall Street Journal, a admis que les États-Unis étaient incapables de détruire les installations souterraines d'Ansar Allah. Et nous avons vu, grâce aux discussions signales qui ont fuité entre responsables américains, qu'ils visaient des civils lors de leurs frappes aériennes. Si vous vous souvenez, ils ont parlé du du type qui était à la tête de la force de missiles, ils n'ont jamais donné son nom. Ils ont simplement dit qu'il était entré dans un immeuble et qu'ils avaient détruit tout l'immeuble. Toutes les personnes vivant dans cet immeuble ont été massacrées à cause de quelqu'un qu'ils prétendaient être le chef du commandement des missiles. Une personne dont ils n'étaient même pas capables de donner le nom. Et Ansar Allah a finalement déclaré qu'à la fin du conflit, aucun de leurs commandants n'avait été martyrisé. Les Américains avaient échoué sur toute la ligne, et le Wall Street Journal avait alors reconnu que les États-Unis n'avaient pas réussi à détruire leurs installations souterraines. Ils n'avaient pu endommager que les points d'entrée, qui ont été immédiatement reconstruits. Plus tard, le New York Times a admis, je n'ai jamais lu l'article car il était derrière un paywall, mais il a été dit qu'ils avaient gaspillé 7 milliards de dollars lors de cette campagne d'un mois. Je ne pense pas que cela inclut les F-18 tombés dans la mer Rouge ou le drone. Donc le coût réel aurait pu être bien plus élevé. Les États-Unis ont échoué face au Yémen et ils ont dû capituler. Trump a dit que le Yémen avait capitulé, mais quand nous avons vu ce qui s'est réellement passé, il était clair, même les Américains l'ont admis, que ce sont les États-Unis qui ont capitulé. Et je pense que cela a été une victoire majeure. L'Occident aime dire que la résistance a été vaincue sur tous les fronts et que le régime israélien a pu étendre son pouvoir. Mais je pense que c'est de la propagande et des vœux pieux. Ce qui s'est passé au Yémen, selon moi, a été la plus grande défaite des États-Unis depuis le Vietnam. C'était bref, mais il était humiliant que les États-Unis soient entrés en guerre contre le Yémen. Ils se sont engagés dans la guerre. Trump et son secrétaire à la Défense avaient promis d'écraser ce qu'ils appelaient les Houthis, ou Ansar Allah, ainsi que les forces armées et le gouvernement yéménite.
Et tout ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est massacrer des civils dans différentes villes. Ils ont complètement échoué à dissuader le Yémen. S'ils avaient réussi, ils auraient poursuivi l'assaut. Ils auraient continué pendant 2, 3, 4 mois jusqu'à terminer le travail. Mais il était évident qu'ils avaient totalement échoué. Le Liban est important. Le régime israélien a lancé une nouvelle vague de bombardements sur des cibles civiles, et il était évident qu'il s'agissait uniquement de cibles civiles, juste des immeubles d'habitation. Les bombardements ont été menés par pure rancœur et haine de la vie humaine, en utilisant le Hezbollah comme prétexte. Nous avons vu comment les médias occidentaux ont essentiellement répété tout ce que disaient les Israéliens, affirmant qu'ils visaient des cibles du Hezbollah. Je connais ces quartiers. Ce sont tous des habitations. Ils ont détruit entre 100 et 200 appartements. 100 à 200 familles sont désormais déplacées de façon permanente. Des enfants qui sont en pleine période d'examen, à la fin de l'année scolaire, pendant les vacances de l'Aïd, alors que des membres de la famille venus de l'étranger étaient là pour rendre visite. Ils ont semé le chaos dans le sud de Beyrouth simplement par dépit, mais cela montre que les Israéliens n'ont pas réussi au Liban. Et au Liban d'ailleurs, une autre victoire de la résistance a été les élections locales. Lors de ces élections, le Hezbollah et ses alliés ont remporté la victoire sur toute la ligne. Après cette guerre dévastatrice, après cette guerre génocidaire, le fait que la résistance soit si populaire au Liban, malgré ce qu'ont tenté les Américains, les Européens, les Israéliens et leurs partenaires locaux, leurs partenaires génocidaires et fascistes au Liban, ils ont échoué. Donc au Yémen, la résistance a gagné la guerre. Au Liban, la résistance est bien vivante. Et en Syrie, la situation est triste. Mais au moins, la réalité est désormais révélée à beaucoup de ceux qui, pour une raison ou une autre, ne la voyaient pas. Et cette réalité, c'est que ce qui s'est passé en Syrie était une conspiration, indépendamment de la nature du gouvernement précédent. L'Iran n'a jamais été un partisan du parti Baas, que ce soit en Syrie ou évidemment en Irak. Nous avons combattu Saddam Hussein et le parti Baas en Irak a envahi l'Iran. Donc l'Iran n'a jamais été amoureux du baasisme. Mais l'Iran a vu ce que faisaient les Américains et l'OTAN, comment ils conspiraient pour renverser les baasistes au Liban, comment ils conspiraient pour faire tomber la résistance au Liban et pour détruire le pont vers la résistance au Liban, ainsi que le pont vers la résistance en Cisjordanie. Donc ce trou noir qui est maintenant ici, qui est malheureusement devenu un trou noir et où les gens souffrent, je pense qu'à long terme, cela va coûter encore plus cher au régime israélien. Ils sont surmenés en Syrie. Et pour les collaborateurs qui ont provoqué cette situation horrible, cela va également leur coûter très cher. Ils ont donné raison à la résistance. Ils ont donné raison au Hezbollah et à ses alliés. Les gens voient maintenant que ce qui s'est passé en Syrie est exactement ce que Saïd Hassan Nasrallah avait prédit. Des rapports récents font également état de l'émergence possible d'une nouvelle résistance en Syrie. Je sais que des roquettes ont été tirées sur le Golan, qui est un territoire syrien occupé par Israël. Oui, je voulais simplement dire que je pense que lorsqu'il y a occupation et colonialisme, la résistance est inévitable. Selon la vision du monde des États-Unis et d'Israël, ou du moins ce qu'ils prétendent croire, la raison pour laquelle il y a conflit, effusion de sang et absence de paix, c'est parce que le Hamas et le Hezbollah sont des organisations maléfiques qui existent uniquement pour haïr les Juifs, tuer et semer le chaos pour le plaisir de semer le chaos. Mais la réalité, bien sûr, comme la plupart des gens le savent, c'est que le Hezbollah a été créé en réaction à l'invasion israélienne du Liban, au meurtre de dizaines de milliers de personnes, et qu'il s'agissait d'un groupe de résistance indigène qui s'est développé.
Et c'est exactement la même chose avec le Hamas. And that's exactly the same with Hamas. Hamas emerged in the late 1980s in Gaza. Hamas est apparu à la fin des années 1980 à Gaza, en opposition et en résistance à des décennies d'occupation israélienne brutale. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine et ses différentes factions sont également apparues comme une résistance à Israël à une phase antérieure. Lorsque l'OLP est essentiellement devenue sous-traitante de l'occupation israélienne, la résistance n'a pas disparu, elle a réémergé sous la forme d'autres organisations. Supposons donc qu'un génie sorte d'une bouteille et que Benjamin Netanyahou frotte la bouteille, et le génie apparaît et dit « Quel est ton vœu ?» Et Netanyahou répond « Mon vœu est que le Hezbollah et le Hamas disparaissent. » Et pouf, ils ne sont plus là. That Hezbollah and Hamas disappear and poof, they're gone. Well, maybe Israel will get calm. Eh bien, peut-être qu'Israël connaîtra une période de calme très brève jusqu'à ce que de nouveaux groupes de résistance émergent. C'est ce qui se produira en Syrie, c'est ce qui se produira au Liban. Pour des raisons politiques, le Hezbollah a décidé de ne pas répondre militairement aux agressions constantes d'Israël. Ce n'est pas que le Hezbollah ne puisse pas répondre, il le peut. Mais dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, de ce cessez-le-feu unilatéral que le gouvernement libanais a signé et accepté avec Israël, sous l'égide des États-Unis, de la France et d'autres, le Hezbollah a accepté de se retirer et de dire à l'État libanais, au gouvernement, « D'accord, c'est vous qui êtes aux commandes. » Vous récupérez nos terres parce qu'Israël occupe toujours des territoires libanais le long de la frontière et continue d'attaquer le Liban et de violer son espace aérien quotidiennement, y compris les attaques terroristes massives et barbares menées par Israël la nuit dernière dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc, le Hezbollah a dit à l'État libanais, « Vas-y, c'est tout à toi maintenant. » J'imagine qu'à un certain moment, si l'agression israélienne continue de s'intensifier, le Hezbollah pourrait décider que cette position n'est plus tenable. Mais s'il reste en retrait trop longtemps, d'autres personnes au Liban commenceront à résister et diront « Nous ne pouvons pas tolérer les attaques contre notre territoire. » Donc la cause profonde de toute violence est l'agression, l'occupation coloniale, l'attaque du sionisme contre les peuples de cette région et leurs terres. Et tant que cette attaque, tant que cette agression initiale continue et persiste, et qu'elle est soutenue par, bien sûr, quand les peuples de la région résistent contre Israël, ils résistent contre la puissance de tout l'Occident. Et donc, tant que cette attaque continue, il y aura de la résistance. C'est simplement une réalité. Par le passé, en Palestine, ça s'appelait l'Organisation de libération de la Palestine. Ce n'est plus un mouvement de résistance sous quelque forme que ce soit. Aujourd'hui, ça s'appelle le Hamas, ou le Djihad islamique, ou d'autres petites factions impliquées dans la résistance. Aujourd'hui, au Liban, c'est le Hezbollah. Mais si le Hezbollah ne reprend pas la résistance armée pour une raison quelconque, je soupçonne que d'autres organisations de résistance militaire émergeront. Et il en va de même en Syrie. On peut avoir un Jolani, un agent des services de renseignement britanniques et américains, Abu Muhammad al-Jolani, alias Ahmad al-Shara, qui a été couronné roi de la Syrie par les services de renseignement occidentaux. Et il peut promettre, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que nous ne voulons aucun problème avec Israël. Nous ne voulons que personne attaque Israël. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Mais il y a des Syriens qui se lèveront et diront c'est notre terre, et nous ne pouvons pas tolérer cette agression, cette occupation, cette humiliation. Et donc nous allons résister, même si le monarque installé par les Américains en Syrie, le roi de Syrie ou le roi de Damas, décide qu'il ne veut pas résister. Vous savez, le Yémen a récemment tiré l'un de ses missiles hypersoniques palestiniens sur l'aéroport Ben Gurion.
Bien sûr, il y a eu ce moment, il n'y a pas si longtemps, où l'un d'eux a frappé et percé le dôme de fer, mais il continue de lancer des missiles balistiques et hypersoniques. Et cela continue d'avoir un impact, fermeture de l'aéroport, et bien sûr, désorganisation et perturbations économiques. Et puis, il y a, je ne sais pas si vous avez vu les rapports aussi, un nouveau front de résistance islamique en Syrie qui a récemment tiré des roquettes sur le Golan occupé par Israël. Tout cela est-il vain? Parce que je pense que beaucoup de gens sont très pessimistes quant à la situation. Alors qu'Israël rase Gaza, qu'il y a un génocide, une destruction massive des infrastructures, l'instrumentalisation de l'aide, le fiasco de la Fondation humanitaire de Gaza, qui attire essentiellement les Palestiniens vers la mort, les abattant alors qu'ils recevaient cette aide dérisoire. Eh bien, je pense qu'il est également important de préciser que ce que la résistance au Liban protège, c'est toute la région. Pourquoi Israël est-il tellement obsédé par l'idée d'atteindre le fleuve Litanie? Parce qu'il veut contrôler les sources d'eau de la région. Maintenant, qu'a facilité Jolani en permettant à Israël d'occuper la Syrie comme il l'a fait, ce roi de Damas? Il a facilité le contrôle par Israël de 40% de l'eau de la Syrie, ainsi que le contrôle du barrage d'Al-Wada, qui fournit de l'eau à la Jordanie. N'oublions pas que la Jordanie est en réalité l'un des pays les plus pauvres du monde en matière d'eau. Ainsi, grâce à l'occupation de la Syrie, Israël exerce un contrôle supplémentaire sur ce pantin à Amman qu'il contrôle. Maintenant, en ce qui concerne l'autre aspect, il faut se rappeler qu'Israël a occupé le point le plus élevé de toute la région en Syrie et dispose donc de cette visibilité stratégique et totale sur la région. Israël a toujours voulu atteindre ce sommet et il l'a fait. Maintenant, pour répondre à certains de vos propos, oui, il y a le développement de ce groupe qatari en Syrie qui a tiré ses armes depuis le plateau du Golan. Il faut aussi se rappeler que les Yéménites ont dit à l'ancien gouvernement syrien « Laissez-nous venir et ouvrir le front ». C'était après le déluge d'Al-Aqsa. Ils ont dit « Laissez-nous venir et ouvrir le front » et ils en ont été empêchés. Du moins, c'est ce que j'ai compris de la part de certains au Yémen. Mais aussi, une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y a une coordination qui se met en place à travers l'axe de la résistance dans la région. Ils essayent de créer artificiellement un sentiment anti-résistance. Pourquoi, le même jour, Mahmoud Abbas est-il intervenu, cet espion israélien, ce sale tueur et tortionnaire à mort de Palestiniens? Mahmoud Abbas a publié une déclaration. Il a dit « Voici ce qu'a dit Mahmoud Abbas ». Le même jour, Al-Jolani arrête la direction du djihad islamique en Syrie. Peu de temps après, il a arrêté Talal Naji, du FPLP. Dans la même période, le gouvernement jordanien a interdit les frères musulmans, ce qui vise essentiellement le Hamas. Donc tout cela se produit le même jour ou à quelques jours d'intervalle. Voici donc l'axe de la résistance qui, dans la région, s'efforce de promouvoir artificiellement ses idées anti-résistance. Qui se souvient des reportages qu'Al Arabiya, la chaîne saoudienne, diffusait sur les dirigeants des factions de la résistance palestinienne. Et puis la réaction des Irakiens lorsqu'ils sont descendus et ont fermé Al Arabiya. Ils essayent autant qu'ils le peuvent de déformer la perception des gens sur toute cette situation. Ils essayent de créer une ambiance favorable pour qu'Israël puisse mener ce génocide contre les Palestiniens. Et regardez le Yémen. Regardez ce que le Yémen a apporté à l'humanité. Même si l'on considère la Convention sur le génocide, les bases d'une intervention y sont clairement définies. Le Yémen a lancé l'une des interventions humanitaires les plus humaines que nous ayons jamais vues. Lorsque la résistance au Liban affrontait directement l'ennemi israélien, que visait-il? Il visait des cibles militaires. Il visait des cibles militaires. Il y a eu un moment où ils ont frappé la maison de Benjamin Netanyahou. Franchement,
en tant que personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de génocide, c'est une cible légitime. Donc en réalité, ce que vous avez vu, c'est que les forces de résistance dans la région mènent leur engagement avec un respect bien plus grand du droit international humanitaire que n'importe lequel des autres acteurs dont nous parlons. Nous parlons d'une sauvagerie et d'une barbarie high-tech infligée à des populations pauvres et affamées. Et en fait, cette fondation humanitaire de Gaza, ces sites d'aide, ils font disparaître des Palestiniens au quotidien. Ils les attirent pour pouvoir les massacrer en masse. Et je suis certain qu'ils sont utilisés pour tenter de harceler, d'intimider et de torturer les Palestiniens afin de les pousser à collaborer d'une manière ou d'une autre. C'est une utilisation directe de la nourriture à des fins politiques. C'est certainement ce qui se passe sur ces sites. Je pense aussi qu'il y a une implication accrue des pays du Golfe, même en ce qui concerne les groupes de mercenaires qui tiennent certains des checkpoints. Des vidéos de certains d'entre eux ont été publiées. Certains individus étaient égyptiens, d'autres parlaient en arabe du Golfe. J'ai vu une vidéo où l'un d'eux parlait avec un accent irakien. D'où viennent ces personnes? Que se passe-t-il exactement ici? Et tout cela finira par être révélé avec le temps, l'étendue de la collaboration que tout cela a impliqué. Je comprends pourquoi certaines personnes sont pessimistes et pourquoi ces questions sont souvent soulevées. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une croyance fondée. Je pense que la résistance, évidemment, va toujours rencontrer de grandes difficultés. Il y a une alliance derrière Israël qui contrôle les affaires mondiales depuis des siècles, et depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis possèdent un empire qui, après l'effondrement de l'Union soviétique, est littéralement devenu universel. Et comme Danny et Loki l'ont souligné, il y a des pays de la région qui collaborent. Ils coopèrent d'une manière ou d'une autre. Ainsi, au Liban, par exemple, beaucoup de gens pensent que le Hezbollah est le gouvernement. Le Hezbollah n'a jamais été le gouvernement. Le Liban est un pays où les États-Unis, les Européens et ces régimes qui collaborent avec l'Occident, soit dans le cadre de l'OTAN, soit dans le cadre de leurs alliances régionales, exercent une influence considérable. Ils disposent d'ONG, d'espions et d'ambassades qui ont toujours œuvré contre la résistance. Contrairement au Yémen, où Ansarullah contrôle une grande partie, voire la majorité du pays, qui compte une population importante, et contrairement à Gaza, où le Hamas a toujours contrôlé ce territoire, le Liban n'est pas dans cette situation. Le Liban est un pays profondément divisé, et les États-Unis ont des alliés fascistes au Liban qui trahissent constamment la résistance. Le Hezbollah a accepté le cessez-le-feu parce que le Liban était divisé. Il existe des éléments puissants. Il y a des personnes au Parlement libanais qui soutiennent Israël. Il y a des personnes au Parlement et au gouvernement qui souhaitent voir le Hezbollah bombardé. C'est à quel point le pays est divisé. La majorité soutient la résistance, selon les sondages et les résultats électoraux, mais il reste profondément divisé. En Occident, nous savons de quel côté il se trouve. Nous savons où se situent les pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique. Ne vous laissez pas tromper par une chaîne de télévision qui soutient les Palestiniens à Gaza. Dans l'ensemble, ils sont dans le camp américain. Tous ces pays sont dans le camp américain. C'est donc très difficile pour le Hezbollah. C'est très difficile pour Ansarullah de faire plus que ce qu'il fait déjà. Il est assiégé. Il est affamé. Et bien sûr, le Hamas est dans une position extrêmement difficile, tout comme ses alliés tels que le djihad islamique. Mais je suis d'accord avec ce que dit Andy. La résistance ne va pas disparaître. Ce que le régime israélien fait réellement au Liban, c'est renforcer le Hezbollah, car il montre que ceux qui avancent l'argument pour tromper la population,
à savoir que l'État libanais, en coopération avec les États-Unis, mettra fin à l'agression sioniste, le cessez-le-feu a prouvé que c'est absurde. Même maintenant, nous voyons pour la première fois la nuit dernière, le président et même le premier ministre du Liban, qui est plus que pro-américain, même eux ont dû prendre position. Ainsi, le pays, la population, ceux qui sont un peu au milieu, voient que le problème n'est pas le Hezbollah. Le problème, c'est que le sionisme est une idéologie qui n'accepte pas la paix. Elle ne reconnaît pas les frontières. Elle ne croit qu'en la domination et le suprémacisme. Ainsi, ce que fait Netanyahou renforce en fin de compte le Hezbollah. Le Hezbollah se prépare, cela ne fait aucun doute. Et c'est la même chose en Syrie. Ils ont occupé des zones clés en Syrie, mais la population syrienne n'acceptera pas cela. Si le nouveau régime arrivait au pouvoir, ce régime installé par l'Occident et ses alliés régionaux, échoue à reprendre le territoire syrien, tous ces territoires occupés par le régime israélien, alors il perdra sa légitimité aux yeux de ceux qui le considéraient comme légitime, de ceux qui voulaient qu'il le soit, ou de ceux qui étaient prêts à attendre pour voir si ce territoire allait être récupéré. Ces zones, actuellement occupées par le régime israélien en Syrie, sont les parties les plus importantes du pays. Et bien sûr, cela accroît la menace contre le Hezbollah, car le Hezbollah se retrouve désormais encerclé également sur son flanc est. Ils s'en sortiront, mais dans tous les cas, cette terre est très importante. Donc, cette situation en Syrie ne sera pas tenable. Et tous ces groupes terroristes, qui relèvent de cette organisation parapluie contrôlée par Jolani, vont finir par se retourner les uns contre les autres, pour de nombreuses raisons différentes. They're going to turn against one another for a host of different reasons. And people are going to see how fanaticism. Et les gens vont voir comment le fanatisme et ces groupes, dont beaucoup sont des étrangers venus d'Asie centrale, de Chine et d'ailleurs, sont plus occupés à réprimer les Syriens qu'à reprendre les territoires occupés par le régime israélien. Donc à court terme, les Israéliens peuvent connaître un certain succès en Syrie. Mais à long terme, je pense qu'ils prouvent en réalité à tout le monde qu'ils sont le problème. Et ce qu'ils font, sur le long terme, va priver l'Occident et les dictatures régionales, riches en pétrole et en gaz, des outils qu'ils utilisent pour diviser la région, le sectarisme, la haine raciale et d'autres moyens par lesquels ils maintiennent la région divisée. Rappelez-vous, tous ces pays sont dans le camp américain. Tous. Que ce soit les Émirats ou les Qataris qui se méprisent, ils sont quand même dans le camp américain. Que ce soit la Turquie ou l'Arabie Saoudite qui ne s'aiment pas, ils sont quand même dans le camp américain. Le camp américain est le problème. C'est les États-Unis qui sont le problème. Mais je pense qu'il devient clair pour tout le monde que la région ne peut pas vivre avec le sionisme. Et ce n'est pas seulement vrai pour les peuples de la région, c'est aussi vrai pour les peuples du monde entier. Le régime israélien s'est épuisé. La résistance continue en Palestine. La résistance riposte au Yémen. La résistance au Liban se reconstruit. Le projet américano-israélo-OTAN en Syrie est voué à l'échec. La haine envers le régime est écrasante dans toute la région. L'une des choses que je trouve si fascinante, si extraordinaire, c'est qu'aucun de ces régimes despotiques ou aucun de ces régimes qui facilitent ou accommodent le génocide, aucun d'entre eux, s'ils prenaient position contre le régime israélien, ils deviendraient, cela leur rapporterait de la popularité auprès de leur population. Imaginez si la Turquie prenait position. Imaginez si l'Égypte prenait position. Imaginez si n'importe quel autre pays de la région prenait position. Si les Émirats prenaient position, les dirigeants de ces pays, quelle que soit la nature de leur régime, auraient l'immense majorité de la population derrière eux, car c'est une cause à laquelle tout le monde croit désormais. Au-delà de la région, tout le monde y croit. Donc je pense qu'à long terme,
cela se retourne contre le régime israélien. Et cela se retourne contre les collaborateurs qui coopèrent avec ce régime. Cela joue contre l'Occident. Le régime israélien a perdu sa légitimité à travers le monde. Les gens méprisent le sionisme. Les gens sont écœurés par ce qu'ils font, que ce soit en Chine, en Asie centrale ou en Amérique latine. Les nouveaux sondages qui viennent de sortir, et je crois qu'Ali a écrit un article à ce sujet, montrent à quel point la situation est mauvaise pour le régime israélien. Donc je pense que nous devons rester optimistes. L'axe de la résistance est très actif. L'axe de la résistance va continuer de croître. Et la résistance plus large, qui va au-delà de l'axe de la résistance mondiale, est en pleine expansion. Je suis très confiant pour l'avenir. Ce sont des jours sombres. Ce que nous voyons sur le terrain est très douloureux. Mais je pense qu'en fin de compte, le régime israélien a scellé son destin. Il ne va pas durer.